Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Léo Ferré qui chante Aragon, et c'est ainsi que les hommes vivent. D'ailleurs, un de vos chapitres, effectivement, s'intitule ainsi, Pascal Bruckner. C'est une chanson magnifique. Magnifique chanson. Une des plus belles. L'album de Ferré chante Aragon, c'est un trésor absolu. Et je voudrais dire, Pascal Bruckner, on va pas le présenter, bien sûr, romancier, essayiste, une quarantaine de livres, je crois déjà. Non, 30. 40, c'est dans quelques années, mais pour l'instant. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais surtout, je voudrais rappeler que Pascal Bruckner a été le premier, en tout cas vraiment, il était précurseur, il y a 40 ans, un peu plus de 40 ans, vous avez écrit Les sanglots de l'homme blanc. Et à l'époque, on ne parlait pas du tout du suprémaciste blanc, de la repentance, de ceci et de cela. Et je me rappelle très bien ce livre qui avait eu d'ailleurs le succès que l'on sait. Et vous avez continué d'ailleurs dans cette veine à parler de ça. C'est-à-dire que tout le monde a le droit d'être victime, sauf le mâle hétérosexuel blanc de plus de 50 ans ou pas. C'est autre chose. C'est ce que nous sommes, vous et moi. Mais et vous avez continué, et là vous sortez, je souffre donc je suis, portrait de la victime en héros. Alors Pascal Bruckner, est-ce que la concurrence victimaire et les bourreaux qui deviennent victimes et les victimes deviennent bourreaux, ça bat son plein en ce moment? Alors ça bat son plein, mais ça bat son plein depuis longtemps. En réalité, la grande date, c'est 1945, la découverte des camps par l'opinion publique. Et l'apparition du déporté comme figure majeure de la souffrance dans aux yeux de l'opinion. Et après 1945, le pouvoir gaulliste et les pouvoirs qui ont succédé ont plutôt mis en avant le résistant, le maquisard qui avait pris les armes contre l'occupant allemand. Et puis à partir des années 70-80, à la suite d'un certain nombre de films, Le chagrin, la pitié, Nuit et brouillard, mais qui est paru bien avant, et puis surtout le Shoah de Lanzmann, tout d'un coup, le déporté, donc le juif, est devenu la figure même du Christ, la figure contemporaine de Jésus-Christ, celui qui intègre dans son existence toute la douleur des hommes. Et à partir du moment où le déporté devient la figure même de la victime, eh bien, les autres victimes, soit les autres peuples, soit les autres minorités, soit tout simplement les individus, vont tendre à aligner leur propre malheur sur celui du déporté. Et c'est le début c'est le début de la critique de l'État d'Israël, c'est le début de la critique de l'antisionisme. Oui. Et cette concurrence victimaire explose aujourd'hui, mais elle est évidemment la conséquence de ces substitutions originaires. Donc c'est le déporté qui va l'emporter sur le résistant. Mais alors justement, l'acte fondateur pour vous, c'est justement 45 et évidemment l'Holocauste, enfin tout ce qui s'est passé Mais comment l'inversion a été quand même assez forte, ou parce qu'il n'y a pas eu de génocide, il y avait eu le génocide arménien de 1915, mais ça n'a pas fait du tout évidemment le même effet. Après, il y a eu, vous le savez aussi bien que moi au moins, ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé d'ailleurs effectivement entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, ce qui s'est passé entre Hussein de Jourdain et les Palestiniens. Mais là, effectivement, ce sont ce qu'on a appelé entre guillemets les racisés qui sont devenus les victimes. Et de quand, je reviens aussi à votre livre d'il y a 40 ans, mais qu'est-ce qui a fait, parce que vous continuez cette réflexion, que c'est le blanc qui est devenu l'oppresseur, le blanc, y compris d'ailleurs le juif, est devenu l'oppresseur par excellence? D'abord parce que le blanc s'est auto-désigné comme tel. C'est toute la réflexion, tout le soutien de Sartre à Frantz Fanon et à la révolution algérienne consiste à dire il faut tuer... Quand on tue un colonisateur, on libère en quelque sorte la France de sa propre tradition coloniale. Et là, Sartre est allé, à mon sens, vraiment un peu trop loin, en justifiant la violence aveugle des Moudjahidines, qui était d'ailleurs doublée, comme l'a bien montré Jean Birnbaum dans un de ses livres, qui était doublée d'une violence religieuse. C'est le début du terrorisme islamiste. Mais effectivement, alors il y a plusieurs éléments. Il y a le procès de Nuremberg, a en quelque sorte installé dans le droit le concept de génocide. Et à partir du moment où le génocide l'emporte, la volonté d'éradiquer la totalité ou une majorité d'un peuple,
les autres populations, les autres sociétés se disent mais les souffrances dont nous pâtissons aujourd'hui, eh bien, c'est aussi un génocide. Et là, la concurrence commence avec l'usage même du mot, oui. qui devient le mot le plus désirable du monde. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'usage du mot génocide, tel que l'Afrique du Sud essaie de l'imposer à la Cour internationale de justice, est évidemment un usage qui me paraît abusif, parce qu'il n'a pas d'intention des Israéliens d'éradiquer l'ensemble du peuple. Tout le monde arabe, enfin, je veux dire, oui, oui. l'ensemble du monde palestinien. Mais la charge affective de ce mot est tellement forte que si on peut la retourner contre les Juifs, c'est effectivement une aubaine dont personne ne va se priver. Le premier qui avait signalé ça, c'était Jean Kelevitch, mon ancien professeur dans les années 70, et qui dit l'antisionisme, c'est la permission de haïr les Juifs en toute innocence, puisque si le Juif se révèle aussi méchant que le nazi, cela veut dire que nous n'avons aucune culpabilité à nourrir à son égard. Nous avons eu raison de le laisser mourir dans les camps. Ça rappelle, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Oui. De quelqu'un d'autre. Oui. On va en parler tout de suite après une petite pause. Pascal Bruckner, Je souffre donc je suis. Très intéressant de voir ces passages du héros et de la victime, effectivement, que vous décrivez dans votre livre. Et puis vous aurez la parole aussi pour poser toutes vos questions, pour réagir, pour intervenir dans l'émission 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je tenais à vous remercier pour votre émission parce qu'elle permet à des citoyens comme moi de pouvoir s'exprimer et d'avoir des voix un peu dissonantes. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pascal Bruckner, Je souffre donc je suis, aux éditions Grasset, qui vient de paraître. Alors, justement, Pascal Bruckner, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous décrivez dans votre livre aussi, il y a quand même tout se passe comme si, on est maintenant, on tend à être dans ce que les Américains appellent un safe space, c'est-à-dire pas d'affrontement, pas de pensée critique. On est entre nous, on est dans l'entre-soi, et on est dans l'entre-soi des victimes. Parce que si on est face à quelqu'un qui veut essayer de nous bousculer même intellectuellement, ça ne va plus du tout. On est entre soi, et on a vu avec tout ce qui s'est passé à l'université américaine, y compris française d'ailleurs, au niveau du woke, de la cancel culture, de l'écriture inclusive, tout ça. Cette extraordinaire, je dirais pas concurrence victimaire, parce qu'elle existe, mais cette espèce de doxa victimaire, elle a quand même, c'est un incendie de forêt quand même, à un moment donné, ça a vraiment pris des proportions. Oui, c'est un incendie de forêt qui d'ailleurs tient essentiellement dans notre rapport à la souffrance. Ma génération, par rapport à celle de mes parents, était déjà une génération douillette, une génération qui avait quand même grandi dans un relatif confort par rapport à celui de la guerre ou de l'avant-guerre, et qui connaissait les prémices de la société de consommation. Donc, je peux dire que j'ai été relativement gâté par rapport à l'enfance de mes propres parents ou de mes grands-parents. Mais ça s'est aggravé avec le temps, puisque le confort, les soins, l'état-providence fait que les générations X, Y, Z, donc celles qui sont nées à l'orée du siècle, ont été évidemment élevées dans une autre configuration morale. Et laquelle justement? Eh ben, laquelle c'est, eh bien justement, ça nous vient des États-Unis. Vous savez, par exemple, dans les universités américaines, en 95, quand je suis retourné enseigner à l'université de New York, oui. Mon chairman, donc le patron du département, m'a dit: Pascal, les règles ont changé. Maintenant, tu ne peux plus parler avec une étudiante dans un bureau fermé. Tu dois soit laisser la porte ouverte, soit enregistrer la conversation, et évite de prendre l'ascenseur seul avec une femme. Il vous l'a dit comme ça? Oui, ouais, parce que elle peut porter plainte contre toi. Elle peut dire que tu as essayé un geste audacieux à son égard, et elle te dira tout de suite: ne montez pas, ça me rend, it makes me feel uncomfortable. Donc ça me met mal à l'aise. Et donc c'est le début. Parce qu'en fait, le wokisme existe depuis très longtemps aux États-Unis. Je pense que c'est un avatar du macartisme, un avatar de gauche, et ou même un avatar du protestantisme nord-américain. Et ça a éclaté aussi. Celui qui l'a bien souligné, c'est le président Obama,
quand, venant en 2014 dans une grande université américaine, il a dit aux étudiants, écoutez, je comprends vos inquiétudes, vos douleurs, mais je vous rappelle que la faculté n'est pas une nurserie. Vous êtes des adultes, il faut peut-être affronter le monde tel que vous allez le rencontrer. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, André Berkoff, les safe space, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des bulles auxquelles les étudiants ont droit. Lorsque les nouvelles du monde extérieur sont trop douloureuses, ils peuvent s'enfermer. C'est des maisons ou c'est des appartements. Alors les femmes avec les femmes, les gays avec les gays, les noirs avec les noirs, les asiatiques. On est séparés. On est séparés. Ouais. Les hétéros avec les hétéros, si tant est que cette catégorie est reconnue. Mais et donc chacun se met dans cette bulle et reste à l'abri des agressions extérieures. Or, pourquoi pas ? Après tout, il y a des thérapeutes qui font ça. Quand on entreprend une thérapie. Le monde entier comme nurserie, c'est peut-être pas l'idéal. Le monde entier comme nurserie n'est pas bon, surtout que le reste du monde n'est pas du tout dans la douceur et dans la gentillesse. Au contraire, c'est plutôt les bouchers ressortent leur couteau en ce moment. Et donc il y a une fragilité des jeunes générations qui a été remarquée par de nombreux sociologues et qui souffre de ce qu'on a appelé le syndrome du petit pois, du nom de ce conte d'Anderson, cette princesse qui découvre un petit pois sur son matelas et qui n'arrive pas à dormir de la nuit parce que ça la blesse. Et c'est cette idée d'une hypersensibilité à l'adversité, aux remarques désobligeantes, même aux désaccords idéologiques, alors que le désaccord, c'est le fondement de la démocratie. On commence par être désaccord et puis on essaye ensuite de trouver un compromis. Et ça fait des générations qui, évidemment, se nourrissent de toutes les inquiétudes de l'actualité. On a parlé d'éco-anxiété, par exemple, face au réchauffement climatique. Alors c'est vrai que c'est un problème important. Faut-il aller comme Greta Thunberg jusqu'à verser des larmes en public pour en parler? Et puis les cellules psychologiques pour un bobo, enfin pour n'importe quel incident même. Voilà, alors ça c'est entièrement nouveau. Alors ça n'existait pas au moins jusqu'à mes 40 ans. Je suis frappé par le fait, par exemple, que même en Ukraine, où je vais assez souvent, chaque fois qu'il y a des attentats ou des morts à la suite des bombardements russes, c'est la prolifération des peluches et des fleurs. Ouais. Même là-bas, alors à Moscou aussi, quand il y a eu cet attentat samedi dernier, et c'est donc le nounours est devenu le symbole de la douleur, mais c'est le symbole de la douleur impuissante. Donc c'est vrai que nos aînés, ou même nous peut-être, quand nous avions une blessure ou nous souffrions d'une agression violente, nous avions cette faculté d'intérioriser le mal, et soit de le convertir en désir de vengeance, soit tout simplement à l'avaler, puis à dire on passe à autre chose. Ça a été l'attitude des Britanniques pendant le Blitz. Ben oui. Les Britanniques, c'est la fameuse formule never complain, never explain. Ne vous plaignez jamais, n'essayez pas de comprendre. Résister, résilience, comme disent l'autre. Oui, c'est l'esprit. Mais la résistance, c'est plus fort que la résilience. Mais c'est l'esprit de résistance. Et il semble que nous l'ayons perdu, effectivement, et que nos enfants, ou même nous aujourd'hui, puisque nous sommes influencés par eux, nous froissions à la moindre remarque, et que ensuite nous essayons d'exprimer ce sentiment qui peut virer très vite au sentiment victimaire. Mais justement, est-ce qu'il y a, parce que vous en parlez aussi dans votre livre, Pascal Bruckner, est-ce qu'il y a quelque part, est-ce qu'on se drape dans la majestueuse toge de la victime, c'est-à-dire que tous ces gens-là dont on parle, enfin, se sent pas tous très proches, mais de se dire, oui, mais de toute façon, je suis une victime du monde, des puissants pour les uns, pour les autres des hommes, les autres des femmes, etc. Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose de dénominateur commun qui consiste à dire, je dois me protéger parce que le monde, et là j'arrive à un phénomène sectaire, est-ce que le monde est hostile, même si ça va, est-ce que je dois me protéger absolument, est-ce que c'est pas ça quelque part? Oui, c'est l'idée que bien sûr. Alors, ce sentiment victimaire, il a plusieurs sources, mais il vient aussi de l'État-providence. Donc, l'État-providence créé en 1945 par De Gaulle et les communistes, en gros, les deux grandes forces hostiles qui se sont associées pour accomplir les promesses du Conseil de la Résistance,
ont décidé que les Français ne seraient plus exposés aux tribulations de la vie, et c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, bien sûr. C'est une très bonne chose pour nous tous. Mais l'État-providence a ceci de dramatique, il est périssable. Il coûte très cher, et on voit aujourd'hui, avec la réalisation soudaine par le ministre de l'économie des trous gigantesques dans notre budget, que nous allons probablement être moins bien remboursés, notamment au niveau des médicaments. Mais ça crée un trouble terrible. Je ne sais pas si, quand vous allez dans les pharmacies ces jours-ci, et il m'arrive d'y faire la queue, je vois que les conversations entre les clients et les pharmaciens, c'est sur la baisse de remboursement du Doliprane. En disant, mais pourquoi avant c'était intégralement remboursé? Mais non, madame, c'est fini. Mais pourquoi? Et donc, il y a cette idée que finalement, la protection est faillible, que la protection va être rare, et que donc c'est un vestige du passé dont nous allons payer très cher la disparition. Et tout ça entretient un sentiment de fragilité extrême, et qu'effectivement le monde m'est hostile, et que je n'ai comme d'autres solutions peut-être que de faire le dos rond, de me recroqueviller, de rester chez moi face à un extérieur qui ne m'est pas a priori amical. On va en parler, on va continuer à en parler. Oui, est-ce que c'est la position de l'autruche? Est-ce que c'est la bonne position? On va continuer à en parler avec Pascal Brunner après cette petite pause. Et puis avec vous au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions et pour intervenir dans l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkhof dans tous ses états, midi 14h. André Berkhof. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkhof dans tous ses états. Et je souffre donc je suis. Alors je souffre donc je suis, la portrait de la victime en héros de Pascal Bruckner. En fait, on a cette espèce de paradoxe extraordinaire, c'est que au fond, la victimologie, enfin je dirais l'ère de s'ériger en victime, est-ce que c'est pas quand même, alors justement, vous en parlez aussi, est-ce que c'est pas quand même tout ça, non pas franco-français, mais occidentalo-occidental? Est-ce que c'est quelque chose d'occidental? Parce que quand on voit ce qui se passe en Chine, en Inde ou ailleurs, je vais vous donner un exemple très précis par rapport aux victimes et j'aimerais avoir votre réaction. Tout le monde parle, et les écologistes les premiers, la voiture électrique, les bienfaits électriques et l'éolienne, mais quand on sait que le cobalt et les terres rares sont cultivés par des gens, dans les cancer cities de gosses de 10 ans qui vont extraire le cobalt et qui attrapent des leucémies. Là, c'est drôle, les bien-pensants n'en parlent pas de ces victimes, que ce soit en Afrique ou ailleurs, de gens, si vous voulez, on sait très très bien que ça coûte très cher, je parle même en vie humaine et en santé. Et on a l'impression, est-ce que c'est occidentalo-occidental, ce je souffre dont je suis? Oui, alors c'est les deux choses, c'est à l'intérieur des sociétés, effectivement, il n'y a que nos démocraties qui se soucient à ce point des victimes, des discriminations. D'ailleurs, c'est tout à leur honneur. Bien sûr. Parce qu'il faut toujours distinguer deux choses. La victime, que l'on doit assister. Quand quelqu'un a un accident dans la rue ou tombe malade, il faut lui porter secours. Donc ça, c'est un héritage du judéo-christianisme, c'est une très bonne chose. Et la victimisation, c'est autre chose. C'est une perversion de ce sentiment qui est noble et qui est une manière pour des gens qui ne souffrent de rien d'autre que du malheur d'être nés un jour, que de se draper dans cet habit-là et de dire, mais attendez, mais moi aussi j'ai souffert, moi aussi je mérite la considération des autres. C'est l'alibi du rien faire aussi, quelque part. C'est l'alibi c'est l'alibi de la passivité, mais c'est aussi une manière, se dire victime, c'est une manière d'être reconnu dans un statut qui est tout à fait particulier, puisque si vous pouvez être qualifié de victime, vous êtes haussé en quelque sorte sur un piédestal, vous rentrez dans un rituel nouveau, dans une aristocratie tout à fait extraordinaire. Donc c'est la sainte famille des victimes, et si vous pouvez avoir ce statut à vie, eh bien vous êtes évidemment protégé, vous échappez au cycle des obligations du citoyen ordinaire qui lui n'est ni victime, ni héros, ni bourreau, mais qui est un homme ou une femme quelconque qui souffre un peu mais pas assez pour qu'on lui pose l'estampille royale sur la tête. Et alors ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le sentiment victimaire fonctionne au niveau international, puisque c'est le propre des despotes et des régimes criminels ou des groupes criminels que de justifier leurs attaques
par on m'a blessé, on nous persécute, on a dit du mal de nous, nous sommes humiliés depuis des siècles par le colonialisme occidental et par conséquent nous avons le droit de venir vous égorger dans vos maisons parce que vous avez été méchants avec nous. C'est notamment la rhétorique des djihadistes. Même Daesh utilise cette rhétorique-là. Et quelques émeutiers, on a entendu, vous nous avez colonisés, maintenant c'est à nous de vous coloniser. Oui, oui, exactement, oui. Mais oui, c'est la vengeance, c'est la réciprocité. Mais ce qui est fou, c'est pas qu'ils disent ça, car après tout, on peut très bien comprendre la colère d'un certain nombre de gens. C'est qu'il y ait chez nous des intellectuels pour leur dire ah oui, vous avez raison, bravo. Oui, je m'offre à votre dague, à votre épée. J'offre mon cou à votre couteau. Je vous en prie, tuez-nous, nous le méritons. Ça, c'est pas une réaction très saine. Surtout qu'en général, les gens qui veulent nous coloniser à leur tour sont des gens qui commencent par opprimer leur peuple, soit en Afrique, soit en Asie, soit en Amérique latine. Et je pense que la vengeance n'est pas un sentiment à cultiver dans une nation démocratique. Bien sûr. Mais alors justement, à quoi attribuez-vous cette espèce, je dirais pas peut-être de masochisme, encore qu'on peut se poser la question, de tous ces intellectuels qui disent oui, c'est notre faute, repentons-nous. C'est quoi? C'est un judéo-christianisme mal digéré, de dire oui, nous sommes les coupables, effectivement, vous avez raison. C'est la culture de l'excuse, hein, les marchands d'excuses. Oui, alors effectivement, ça puise directement aux sources de la Torah et des évangiles. Mais je crois que c'est aussi un accès de mégalomanie. C'est-à-dire qu'au fond, les intellectuels de gauche ou d'extrême gauche, voire d'extrême droite, qui expliquent que nous avons colonisé, que nous continuons à coloniser, que nous sommes par nature impérialistes et que le blanc ne peut pas être autre chose qu'un raciste de par la couleur de son épiderme, sont en fait des gens qui veulent continuer à voir l'Occident trôner en haut des cieux. Et donc nous voulons les titulaires apostoliques et universels de la barbarie dans le monde. Je me souviens d'ailleurs d'un article d'Edgar Morin paru au début du siècle là-dessus, en disant que oui, il faut se méfier de la barbarie, tout en se souvenant qu'il n'y en a qu'une sur Terre, c'est la barbarie occidentale. Mais non, c'est pas vrai. Carrément. Hein. Oui, il avait dit ça dans un article, ça m'avait frappé. Mais c'est une façon, en quelque sorte, de gonfler son torse, de dire que c'est encore nous qui sommes au sommet de l'histoire, alors qu'on voit bien avec l'émergence de la Chine, de l'Inde ou du Brésil, on voit bien que nous ne sommes plus les maîtres de l'histoire, c'est fini, nous ne sommes plus les maîtres du monde. Nous en sommes un département, certes encore riche, mais nous ne faisons plus la pluie et le beau temps aux quatre coins des continents. Et c'est vrai que, rappelez ce que vous avez dit de Sartre, quand on tue un Européen, c'est la préface aux damnés de la terre de Frantz Fanon, quand on tue un Européen, on fait deux hommes libres. L'Européen qu'on élimine et le colonisé qui se libère. Oui, alors c'est très maladroit. Hein. D'ailleurs, je crois que même Frantz Fanon avait été un peu choqué par cette préface. Peut-être parce qu'il était un peu plus nuancé dans le fond de sa pensée, mais évidemment cette phrase a été beaucoup reprochée à Sartre. Et c'est malheureusement dans la suite de beaucoup de ses engagements malheureux en faveur du communisme, en faveur du stalinisme, en faveur du gauchisme. Alors Benny Lévy, alias Paul Victor, à la fin de sa vie, a essayé de l'orienter. Pierre Victor, pardon, tout à fait, vers d'autres choses. Mais l'immense talent de Sartre, parce que moi je ne peux pas renier. Presque un génie dans le style, c'est fourvoyer dans des engagements politiques qui sont aujourd'hui considérés comme abominables. Il faut toujours opposer à Sartre deux grandes figures, Raymond Aron, qui s'est pratiquement jamais trompé. Et sur l'Algérie, il avait fait un livre merveilleux où il expliquait 4 ans avant la décolonisation qu'il fallait quitter l'Algérie. Voilà, que c'était une question politique évidente. Et Albert Camus, évidemment. Mais justement, mais par rapport à aujourd'hui, vous citez des grandes figures, je ne dirais pas du passé, mais enfin... Oui, du passé, mais qui continuent à nous inspirer. Absolument. Mais encore une fois, pour sortir même des intellectuels, enfin du milieu simplement, il y a quelque chose qui est tout à fait frappant. Est-ce que c'est de l'électoralisme de la part, parce que les politiques qui rejoignent cela, et les noms vous les connaissez aussi bien que moi, Pascal Bruckner, ce qui est extrêmement frappant, c'est quand même ce côté, je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez, quand il y a eu, vous savez, le Bataclan. On en parle beaucoup par rapport à ce qui s'est passé en Russie, parce que
assez semblable, même si comparaison n'est pas raison, mais vous vous rappelez un livre qui a eu beaucoup de succès qui s'appelait « Vous n'aurez pas ma haine », donc de la part de quelqu'un dont la femme a été massacrée, enfin a été tuée au Bataclan. Ce « Vous n'aurez pas ma haine », est-ce que ça correspond pas un peu à cette espèce... C'est-à-dire, oui, effectivement, alors vous en parlez dans votre livre, vous dites il ne s'agit pas de se venger de la même façon, mais enfin, est-ce qu'il faut pardonner? C'est quoi je veux dire, il y a quand même quelque chose, moi je ne sais pas si des gens très proches de moi se font massacrer, je ne sais pas si j'aurais envie de dire vous n'aurez pas ma haine. Je pense qu'on a d'abord la haine et l'esprit de vengeance. C'est la première réaction normale. D'ailleurs, on peut dire que les soldats américains qui ont débarqué sur les plages de Normandie en juin 1944 ne disaient pas aux nazis « Nous vous aimons, nous allons vous offrir des roses ». Non, ils voulaient les abattre. On peut pardonner une fois que l'ennemi est à terre, une fois que l'ennemi a été battu, et s'il lui-même implore notre pardon. Mais tant que l'ennemi n'implore pas notre pardon, il n'y a rien à lui accorder. Et la haine, ou en tout cas l'hostilité, continue à régner. Donc, il ne faut pas précipiter le mouvement. Bien sûr que la haine est un sentiment stérile et qui entretient les hostilités d'une génération à l'autre. Mais enfin, pour que la haine cesse, il faut d'abord que la victoire soit acquise. Et après, on peut se réconcilier avec les descendants ou avec ceux de nos ennemis qui n'ont pas les mains couvertes de sang. Et la réconciliation franco-allemande a eu lieu 10 ou 15 ans après la défaite totale absolue de l'Allemagne nazie. Et c'était la condition pour que De Gaulle se réconcilie avec Adenauer. Et puis on a bien vu que les Vietnamiens sont pas en train, les petits-fils des Vietnamiens, c'est pas si loin, ne sont pas en train d'assassiner, d'égorger les Américains. Et non, pourtant, Dieu sait ce qui s'est passé. Et pour une raison simple, c'est que le Vietnam, qui est un pays magnifique, a vaincu et les Français et les Américains. Et ça, vous savez, quand on a une victoire militaire. Et puis c'est un peuple qui bâtit l'avenir, qui construit. Alors c'est un régime communiste, donc évidemment très loin de nos libertés, mais c'est quand même effectivement les Américains sont maintenant les alliés des Vietnamiens contre l'impérialisme chinois. C'est quand même un renversement hallucinant. Je crois que nous avons des auditeurs. Oui, une auditrice, c'est Joël qui nous appelle depuis le Var. Bonjour Joël. Bonjour Joël. Oui, bonjour. Merci de prendre mon appel. Moi, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit votre invité, Monsieur Wöckner, c'est ça? Bruckner. Oui, Wöckner. En ce qui concerne la politique d'État-providence tout à l'heure. Oui. Un peu, comment dirais-je, induite par De Gaulle et les communistes à la fin de la guerre de 40-45. Par contre, je sais pas, je pense pas que ce soit cette politique-là qui soit la responsable de la faillite de l'État aujourd'hui. Parce qu'en fait, peut-être que je déborde un peu. Non, on parlait vraiment du point de vue de la culpabilité, du point de vue, vous voyez, des victimes. Hein, c'est pas sur l'économie. Hein, c'est encore autre chose. D'accord. Voilà. D'accord, parce que je voulais dire que oui, mais quelque part la culpabilité. Si vous regardez bien, ça veut dire que en fait le peuple est presque, comment dirais-je, coupable de recevoir des aides. Or, ces aides, elles sont pas gratuites. Non, bien sûr, on les paye. Vous voyez ce que je veux dire? Non, bien sûr, donc, bien sûr. si on va sur la culpabilité, on peut aller jusque-là. Voilà. Après, je suis complètement d'accord avec ce que dit votre invité sur le sentiment d'humiliation. Écoutez, je suis blanche, française, européenne, et je me sens pas coupable de quoi que ce soit. Il n'y a pas de raison. Je sais qu'il s'est passé des choses horribles. Et de tous les côtés, je pense que malheureusement, l'être humain est capable du meilleur comme du pire, dans toutes circonstances. Et voilà, et je trouve que se victimiser ou se culpabiliser, c'est quelque chose de C'est pas la solution. Déplacé. Bien Non, sûr. pas du tout. Pascal. Oui, alors sur l'État-providence, ce qu'il génère en chacun de nous, et pour les jeunes générations encore plus, puisqu'il est relativement récent dans l'histoire de la France, c'est un sentiment d'insatisfaction perpétuelle. Vous recevez des remboursements de la sécurité sociale ou de votre mutuelle. Vous dites quoi ? Il me donne que 24 €, mais c'est minable, vu ce que j'ai payé. Et donc, l'idée qui est sous-jacente à ces remboursements, que nous avons, évidemment, nous payons des cotisations, c'est l'idée du jamais assez. Vous savez, François de Closet avait fait, il y a quelques années, un livre qui avait été un grand succès, c'était Toujours plus. Et maintenant, c'est jamais assez. C'est-à-dire, je ne suis jamais assez entouré, jamais assez dorloté, jamais assez considéré.
Et pour ce que je paye, je n'en ai pas pour mon argent. C'est la conversation qu'on avait entre deux publicités sur les impôts. Et effectivement, donc on a le sentiment qu'au lieu d'être assistés, nous sommes dépouillés. Et ce qui est faux sur le plan comptable, mais qui est un sentiment subjectivement très fort. Et en même temps, effectivement, ça rejoint aux choses, c'est le où va l'argent, parce que les gens payent aussi des impôts et des TVA, et se demandent quelquefois, quand on voit on est à 5 milliards de dettes, ou 3 milliards, pardon, de dettes, avec ces déficits qui se creusent, où ça va. C'est une autre question. Je vois qu'on a un autre... Oui, on va marquer une dernière petite pause dans cette émission, et puis après on aura Jean-François qui nous appelle au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. De retour dans Berkov dans tous ses états, nous sommes toujours avec Pascal Bruckner qui vient nous voir pour ce livre « Je souffre donc je suis » aux éditions Grasset. Et nous avions Jean-François qui nous appelle depuis Valence. Bonjour Jean-François. Bonjour Jean-François, on vous écoute. Bonjour messieurs, merci beaucoup de prendre mon appel et merci pour votre conversation. Je vous appelle moi parce que par rapport à ce que disait M. Bruckner, je voulais savoir si pas le fait d'être victime, parce que le fait d'être victime c'est vraiment une maladie, enfin c'est quelque chose de difficile à vivre, mais le fait de se sentir victime, est-ce que c'est pas la chose, le fait qu'il y ait des gens qui se sentent victimes, est-ce que c'est pas la chose la plus dangereuse pour la vie en collectivité en fait? Et alors c'est vrai pour les gens, on le voit, qui passent à l'acte avec des attaques au couteau en France par exemple, mais c'est vrai aussi avec un Netanyahou qui est complètement débridé en Israël. C'est vrai aussi peut-être avec le Hamas, avec les attaques où ils se sont sentis la capacité de faire le pire. Et donc je me demandais si voilà le fait de se sentir victime, c'était pas le plus dangereux pour la vie en collectivité. Et la question sous-jacente à ça, c'est est-ce que l'éléphant dans la pièce de cette conversation, ça serait pas le raisonnement identitaire? Est-ce que le fait de se raccrocher systématiquement un rattachement identitaire, est-ce que c'était pas le plus dangereux? Et on le voit avec le phénomène que vous qualifiez de woke, le féminisme, etc. Mais on le voit aussi avec ce qui se passe en Israël, en Palestine, avec tous les phénomènes de racisme. Enfin bref, est-ce que le raisonnement identitaire, c'est pas aussi un fonctionnement qui est un peu dangereux et en fait contre lequel il faudra arriver à lutter en fait? Pascal. Alors effectivement, une société composée de victimes n'est plus viable. Parce que s'il y a 68 millions de victimes en France, on peut plus diriger ce pays. Chaque catégorie, et là je rejoins ce qu'a dit Jean-François, chaque catégorie se constitue en identité, en bastion. Je peux faire n'importe quoi puisque je suis victime. Oui, ouais, c'est ça. Comme je suis victime, j'ai tous les droits et je n'ai plus aucun devoir. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Et alors il y a un phénomène qui marque quand même un tournant symbolique, me semble-t-il, dans l'histoire récente. C'est après les événements du Bataclan dont on a parlé tout à l'heure, le président Hollande propose de décorer les victimes du Bataclan de la Légion d'honneur. Et le grand chancelier de la Légion d'honneur dit c'est hors de question, ça dénature la création de cette institution. Et donc François Hollande propose une médaille de reconnaissance aux victimes du terrorisme qui est en 4e position dans la hiérarchie des récompenses républicaines, mais avant la Croix de guerre et avant les mérites des soldats. Vous racontez dans votre livre, c'est étonnant ça. C'est en 4e, elle existe cette médaille. Elle existe bien sûr, et c'est étonnant parce que ça veut dire que celui qui a subi a plus de valeur que celui qui a agi, que celui qui se bat. Et donc que le passif a plus de valeur que l'actif, que le malheureux est en quelque sorte mieux reconnu que le valeureux. Et c'est un renversement complet, c'est donc l'inversion. Le héros, désormais, c'est la victime. D'ailleurs, vous savez qu'à Paris, sur la plaque qui reconnaît la mort d'Arnaud Beltrame, il est écrit « Arnaud Beltrame, victime de son héroïsme ». C'est quelque chose qui aurait été hallucinant pour les gens de la résistance ou pour nos victimes de son héroïsme. On est victime de son héroïsme alors qu'on aurait dû dire on est au contraire rehaussé par son héroïsme. Un acte héroïque vous rend plus grand que les autres parce que vous vous êtes sacrifié pour une personne. Mais donc c'est cette confusion de la victime et du héros qui est aujourd'hui très préoccupante, qui fait qu'effectivement, si nous ne savons pas résister
aux aléas de l'existence que nous traversons tous, eh bien, nous allons créer des générations de gens apeurés qui ne seront pas capables d'affronter les difficultés du monde à venir. Et oui, et on le sent déjà, je crois. Oui. On a Philippe qui nous appelle depuis Caen. Bonjour Philippe. Oui, Philippe, bonjour. Monsieur Bruckner. Oui, bonjour André. Oui, vous l'avez effleuré tout à l'heure, j'aimerais juste revenir sur un cas de repentance. Le fameux rapport de Benjamin Stora sur les événements d'Algérie. Après, on a nommé la guerre d'Algérie. Remis à Macron, il n'y a pas très longtemps, en fin de compte. Je vous rappelle que le gouvernement algérien actuel désavoue, car le juge est encore trop négligent, pas assez de repentance, rédemption, pendaison pour la France, pour son histoire. Moi, je crois qu'il faut, là, un moment ou un autre, il faut taper du poing sur la table, il faut être responsable, il faut être corseté, il faut dire non, stop, même pour du gaz ou du pétrole. La France, en aucun cas, ne se trahira. Une France forte pour une autre histoire. Il faut vraiment des hommes de pouvoir et des hommes vraiment qui représentent notre nation. Voilà, il faut tirer par le haut et non pas se repentir, toujours par le bas. Mais Stora n'est pas, en aucun cas, eu égard sa compétence intellectuelle, est loin d'être une référence dans ce domaine. Voilà. Pascal Bruckner, effectivement, cette histoire avec l'Algérie, non, c'est intéressant parce que rappelons que, encore une fois, sans faire des jugements politiques, l'Algérie a rétabli, vous savez, dans son hymne national, le paragraphe consacré à la France qui avait été supprimé, l'hymne national, je rappelle, a été écrit en pleine guerre d'Algérie avant l'indépendance. Et donc il y a effectivement, on sent très 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 bien. D'ailleurs, on en a parlé ici avec l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Tebboune, qui remet 3 fois. Là, par exemple, un exemple, France-Algérie, victime, bourreau, victime, bourreau. J'en parle dans mon livre, j'ai 5 pages sur l'Algérie, et effectivement, la gestion de ce dossier par le président de la République a très mal commencé quand il était en Algérie en 2017 en disant c'est un crime contre l'humanité. Et en réalité, la volonté d'Emmanuel Macron, c'est de faire pour l'Algérie ce que Chirac avait fait pour les Juifs, en reconnaissant la responsabilité de l'État dans les crimes de Vichy. Sauf que c'est pas la même chose. Les mots ont un sens et on peut pas les utiliser n'importe comment. Et Macron avait commencé à avoir une réflexion intéressante quand il a dénoncé la rente mémorielle du gouvernement algérien vis-à-vis de la France. Sauf qu'il, apeuré par sa propre audace, il a fait marche arrière. Et là-dessus, évidemment, nous sommes l'objet d'un chantage permanent de la part des Algériens. Et donc le rapport Stora, c'est un peu une liste à l'après-vert. Vous savez, il faut rendre la veste d'Abdelkader, il faut rendre les restes des soldats morts, les boulets de canon tirés contre le baie d'Alger. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Moi, je suis pour des rapports apaisés et des rapports de partenariat. Oui, sains, pas des rapports de... Des rapports sains. Et donc, moi, j'aurais préféré, mais il y a 20 ans, qu'un président de la République reconnaisse, oui, nous avons commis les crimes en Algérie, vous en avez commis aussi. Nous reconnaissons les nôtres, reconnaissez les vôtres, et maintenant nous sommes 2 nations fières et indépendantes qui commerçons et négocions en toute lucidité. Mais Macron est allé jusqu'à se fâcher avec le Maroc, ce qui est une absurdité parce que c'est quand même l'État le plus stable du Maghreb et l'État avec lequel nous avons le plus de liens aujourd'hui. Et cette relation, elle est corrompue jusqu'à la moelle. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui demande de dénoncer l'accord qui favorise les échanges entre travailleurs algériens et français. Fameux accord de 68, oui. Voilà, quand Jacques Chirac est allé je crois que c'est en 2004 en Algérie, il a été entouré de centaines de jeunes ou de milliers de jeunes qui criaient des visas. C'est-à-dire que si la France est cette nation génocidaire et abominable que décrit le pouvoir algérien, qui évidemment vit de sa rente pétrolière, comment se fait-il que tant d'Algériens aient envie de venir chez nous et que tous les opposants au pouvoir algérien viennent se réfugier en France? Donc là, il faut clarifier les relations. Je crains que Macron ne soit pas capable de le faire quand viendra le président algérien Tebboune. C'est qui vivra verra là-dessus, effectivement. Oui. Je souffre donc je suis, lisez-le. C'est vraiment un livre qui vous ouvrira, comme on dit, avec de Pascal Bruckner, Portrait de la victime en héros. Ouais, c'est disponible depuis une dizaine de jours aux éditions Grasset. Merci beaucoup Pascal Bruckner d'avoir été avec nous. André Berkoff, on se retrouve demain entre midi et 14h. On sera en direct
À Lyon. À Lyon, édition spéciale à Lyon pour le salon Made in PME 2024. Ça commence demain. Si vous êtes dans la région lyonnaise, venez passer une tête au studio Sud Radio. Évidemment, on fera un petit coucou. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Besoin